Ai-je raison de supposer que vous, messieurs, trouvez mes Être vêtements... populaire ne signifie pas nécessairement que vous êtes intelligent. Parfois, vous pouvez être beau, un excellent acteur, mais manquer de bon sens. C'était souvent le cas avec de nombreux acteurs et actrices de l'ancien Hollywood. Beaucoup étaient considérés comme la beauté sans le cerveau, prouvant que la beauté et l'intelligence ne vont pas toujours de pair. Voici 20 acteurs de l'ancien Hollywood qui étaient considérés comme stupides. Clara Bow. En tête de notre liste se trouve Clara Bow, la première hit girl de l'ère du cinéma muet et une véritable pionnière pour les femmes à Hollywood. Connue pour son charme captivant et sa présence magnétique à l'écran dans des films comme Heat et Wings, Bow incarnait le mode de vie des flappers et est devenue le symbole des années folles. Sa capacité à captiver le public avec son énergie vive et sa sensualité a fait d'elle l'une des premières grandes stars féminines du cinéma muet. Cependant, la réputation de Bow en dehors de l'écran était bien moins flatteuse. Elle était souvent considérée comme peu intelligente en raison de son fort accent de Brooklyn, de son manque d'éducation formelle et de son comportement impulsif. Bow elle-même a admis être mal à l'aise avec les conversations intellectuelles, déclarant fameusement que les livres et la haute culture l'ennuyaient. Sa vie personnelle tumultueuse, pleine de scandales, nourrissait la perception publique d'elle comme quelqu'un manquant de maîtrise de soi et de prévoyance. Des relations tumultueuses à la mauvaise gestion financière, les décisions de Bow la faisaient souvent passer pour naïve et incapable de naviguer dans les complexités de la célébrité. De plus, sa transition vers les films parlants n'a pas amélioré son image. Les critiques ont noté que sa voix distinctive et son incapacité à s'adapter aux nouvelles exigences du film sonore la faisaient paraître dépassée dans une industrie en évolution rapide. Les dirigeants de studio ont renforcé davantage son image de femme stupide en créant des rôles qui tiraient parti de son image insouciante, lui laissant peu de place pour prouver le contraire. Bien que son charisme et son talent naturel aient fait d'elle une célébrité, le manque d'éducation formelle de Clara Bow, associé à son mode de vie impulsif et à ses difficultés avec la perception publique, a conduit beaucoup à la considérer comme moins intellectuellement inclinée. Malgré cela, ses contributions à Hollywood et son magnétisme indéniable restent emblématiques, faisant d'elle une figure complexe de l'histoire cinématographique. Victor Mature. La star au charme robuste de classiques comme Samson et Dalila et La Tunique, Victor s'est taillé une place en tant que force majeure d'Hollywood. Ses traits sculptés et sa stature imposante en faisaient un choix naturel pour les épopées bibliques et les rôles héroïques, consolidant son statut d'attraction au box-office pendant les années 1940 et 1950. Les spectateurs admiraient sa présence à l'écran plus grande que nature et sa physique qui est devenue sa marque de fabrique. Cependant, la carrière de Mature était souvent éclipsée par une réputation persistante d'avoir plus de muscles que d'esprit. Les critiques et les initiés de l'industrie le rejetaient fréquemment comme un joli visage avec peu de talent pour le jeu d'acteur, et son attitude détendue envers son art n'a fait qu'alimenter le feu. Mature a célèbrement plaisanté. « Je ne suis pas un acteur, et j'ai 64 films pour le prouver. » Une remarque auto-dénigrante qui renforçait la perception qu'il ne prenait pas son travail au sérieux. Son refus de se conformer aux attentes d'Hollywood d'un acteur principal intellectuel n'aidait pas non plus. Mature semblait plus intéressé par profiter des avantages de la célébrité, des voitures rapides, des fêtes somptueuses et d'un style de vie jet-set. Beaucoup voyaient cela comme la preuve d'un manque d'ambition ou de profondeur, surtout par rapport à ses contemporains qui recherchaient des rôles difficiles ou essayaient de repousser les limites dans leur carrière. Malgré son succès commercial, Mature était souvent négligé pour des opportunités d'acteur sérieux, et n'a jamais réussi à se défaire de l'étiquette d'être stupide aux yeux de beaucoup. Pourtant, sa capacité à embrasser le stéréotype et à capitaliser sur son charisme naturel a assuré sa place durable dans l'histoire d'Hollywood, même si son héritage intellectuel était remis en question. Lupe Vélez. Affectueusement surnommé The Mexican Spitfire en raison de sa personnalité vive et de son charme ardent à l'écran, Vélez est devenu célèbre dans des films comme The Gaucho et Mexican Spitfire, où son énergie et son sens du timing comique ont fait d'elle une star adorée. Son attitude audacieuse et sans complexe la distinguait à Hollywood, et son attrait exotique lui a valu un public fidèle. Cependant, les frasques de Vélez en dehors de l'écran ont souvent éclipsé sa talent. Connue pour ses crises dramatiques, ses relations turbulentes et ses décisions impulsives, elle s'est forgée une réputation de personne agissant avant de réfléchir. Sa vie amoureuse tumultueuse, qui comprenait des romances très médiatisées et des querelles publiques,
dépeint un portrait d'une femme gouvernée par ses émotions plutôt que par la logique. Ces scandales, bien qu'ils aient fait d'elle un objet de tabloïd, ont conduit beaucoup à la considérer comme manquant de prévoyance ou de maturité. Ajoutant à cette perception, il y avait la propension de Velez à faire des déclarations impulsives lors d'interviews, ce qui reflétait souvent un manque de conscience de leur réception possible. Elle n'hésitait pas à exprimer publiquement ses griefs ou à intensifier des disputes privées, faisant d'elle un aimant pour la controverse. Les critiques de l'époque la rejetaient parfois comme imprévisible et peu sophistiquée, une étiquette dont elle avait du mal à se défaire. Si son énergie contagieuse et son charisme la faisaient briller, le comportement impulsif et le goût du drame de Velez ont confirmé son image de quelqu'un guidé davantage par la passion que par l'intellect. Néanmoins, son héritage en tant qu'actrice latina pionnière dans l'ancien Hollywood reste significatif, la présentant comme une figure complexe qui a défié les conventions, mais n'a pas pu échapper aux stéréotypes de son époque. Jean Harlow. À venir, Jean Harlow, la star glamour qui est devenue la première blonde platine d'Hollywood. Harlow a ébloui le public par sa beauté et son esprit dans des films emblématiques comme Dinner at 8 et Bombshell, où elle jouait des rôles axés sur son sex appeal et son sens du timing comique. Sa capacité à illuminer l'écran sans effort a fait d'elle l'une des stars les plus reconnaissables des années 1930 et une icône culturelle de son époque. Cependant, le personnage à l'écran de Harlow se confondait souvent avec son image réelle, ce qui amenait beaucoup de gens à la considérer comme une blonde écervelée. Elle était cataloguée comme la bombe naïve et flirteuse, et son ton souffle et son comportement coquet ne faisaient que renforcer le stéréotype. Hors écran, sa jeunesse exubérante et sa nature enjouée la rendaient adorée par ses fans, mais laissait certains critiques et initiés de l'industrie douter de sa profondeur. Sa tendance à accentuer son personnage lors des apparitions publiques a souvent déclipsé ses tentatives d'être prise au sérieux. Les décisions personnelles qui ont alimenté sa réputation d'être impulsive et peu raffinée ont renforcé cette perception. La vie amoureuse tumultueuse de Harlow, avec de multiples mariages et des scandales très médiatisés, semblait refléter la frivolité de ses personnages. Elle manquait également de l'image raffinée de certains de ses contemporains, ce qui amenait beaucoup à croire qu'elle était peu sophistiquée et désintéressée par les activités intellectuelles. Malgré cette perception, ceux qui étaient proches de Harlow remarquaient son sens de l'humour aiguisé et sa compréhension perspicace de son public. Pourtant, sa mort précoce à seulement 26 ans a cimenté son image de starlette tragique mais superficielle. Bien que le charisme indéniable de Jean Harlow et son attrait révolutionnaire aient fait d'elle une légende, l'étiquette de blonde écervelée est restée, même si elle ne saisissait pas toute la complexité de la femme derrière les boucles platines. John Wayne, le légendaire acteur synonyme de l'archétype du cow-boy robuste et du héros de guerre dans des films comme True Grit et La Chevauchée fantastique. Connu pour sa présence imposante et son accent distinctif, Wayne est devenu un symbole de la masculinité américaine et un titan du box-office, apprécié pour ses rôles directs et plus grands que nature. Cependant, la personnalité hors écran de Wayne suscitait souvent des critiques. Son interview infâme dans Playboy en 1971 a révélé des opinions controversées sur la race et le genre, avec des généralisations qui reflétaient des perspectives dépassées. Ces remarques ont suscité une réaction significative et ont alimenté la perception que Wayne manquait de nuances et de conscience de soi. De plus, il montrait peu d'intérêt pour s'engager dans des discussions politiques ou sociales plus profondes, préférant une vision du monde manichéenne que certains considéraient comme trop simpliste. Bien que ses rôles iconiques aient cimenté sa place dans l'histoire du cinéma, les déclarations publiques de Wayne et son engagement limité avec des questions complexes ont conduit beaucoup à le qualifier de dépourvu de profondeur. Pourtant, son charisme et son influence durable en tant que dur à cuire par excellence d'Hollywood restent inégalés, solidifiant son héritage malgré ses critiques. Ronald Reagan. Reagan a commencé sa carrière comme acteur à Hollywood avant de se tourner vers la politique. Les critiques le considéraient souvent comme manquant de la gravité intellectuelle attendue d'un politicien, attribuant son succès à son charisme et son talent scénique plutôt qu'à la substance. Les discours de Reagan étaient souvent prononcés avec un ton simple et conversationnel, avec humour et anecdotes. Bien que cela ait résonné avec le public, certains intellectuels et adversaires politiques l'ont rejeté comme étant trop simpliste, assimilant le discours simple à un manque d'intelligence. Reagan faisait occasionnellement des erreurs factuelles ou des remarques improvisées qui étaient considérées comme embarrassantes. Par exemple, il a plaisanté lors d'un test micro. « Nous commençons à bombarder dans 5 minutes », ce que les critiques ont vu comme étant imprudent.
Il était connu pour déléguer des responsabilités importantes à ses conseillers, amenant certains à se demander s'il s'impliquait vraiment dans les questions politiques complexes. Sa dépendance aux notes préparées et aux documents d'information a renforcé cette perception. Les politiques conservatrices de Reagan et son approche économique, surnommée Reaganomics, ont fait l'objet de vives critiques. Les opposants ont eu recours à des attaques personnelles, y compris en remettant en question son intellect, dans le cadre de leur désaccord plus large avec sa gouvernance. Vers la fin de sa présidence, Reagan montrait par moments des oublis, plus tard associés à la maladie d'Alzheimer. Certains critiques ont rétroactivement attribué ces moments à un manque de lucidité durant sa présidence. Malgré ces perceptions, de nombreux historiens et partisans soutiennent que Reagan était très stratégique, politiquement perspicace et un communicateur efficace. Sa capacité à se connecter avec les électeurs et à naviguer dans des questions géopolitiques complexes, comme la guerre froide, suggère un autre type d'intelligence, émotionnelle et pratique, qui a contribué à son succès. Rita Hayworth. Rita Hayworth était une icône éblouissante de l'âge d'or d'Hollywood, captivant le public avec ses performances dans des classiques comme Gilda et Covergirl. Réputée pour sa beauté, son élégance et ses compétences extraordinaires en danse, elle incarnait le glamour de l'époque. Cependant, sous la surface de sa célébrité, un récit est apparu qui remettait injustement en question son intelligence. Pour de nombreux historiens, Hayworth était stupide. Elle ne pouvait pas prendre les décisions qu'elle aurait dû pour faire avancer sa carrière et devenir une légende du cinéma. Elle était restée limitée à son apparence. Hayworth jouait souvent des rôles de femme fatale qui privilégiaient le charme plutôt que la profondeur, ce qui a conduit le public à confondre ses personnages à l'écran avec sa vraie personnalité. De plus, l'accent mis par l'industrie sur sa beauté physique a éclipsé son talent d'actrice et son éthique de travail, ne laissant que peu de place pour mettre en valeur son intelligence. Ses mariages très médiatisés, notamment avec Orson Welles et le prince Ali Khan, ont renforcé l'image d'une femme définie par ses relations plutôt que par ses réussites. Le contrôle strict d'Hollywood sur son image a contribué de manière significative à ce stéréotype, tout comme la vision sociétale plus large de l'époque, qui considérait souvent les femmes glamour comme dépourvues de profondeur. Malgré cela, Rita Hayworth était une artiste complexe et travailleuse, qui a affronté des défis personnels et professionnels importants, y compris sa lutte ultérieure contre la maladie d'Alzheimer, qui a révélé un côté plus profond et plus humain de la star souvent caché derrière l'écran d'argent. Bing Crosby. Tu connais Bing Crosby? C'était une énorme star à l'époque, vraiment énorme. Pense à lui comme au Michael Bublé de son temps, mais encore plus grand. Il avait une voix incroyable, super douce et relaxante. Quand il chantait, c'était comme du beurre. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, la plupart des chanteurs devaient pratiquement crier pour se faire entendre. Mais Bing, il a inventé cette nouvelle manière de chanter appelée le crooning. C'était doux et intime, comme s'il chantait juste pour vous. Il pouvait faire cela grâce au microphone, nouvelle technologie de l'époque. Plutôt ingénieux, n'est-ce pas? Il a aussi joué dans plein de films. Vous avez déjà entendu White Christmas? C'était lui. La chanson était tellement populaire qu'elle bat encore des records aujourd'hui. Et il a remporté un Oscar pour avoir interprété un prêtre vraiment sympa dans un film appelé Going My Way. Un rôle parfait pour lui parce qu'il avait toujours l'air d'un gars super cool et décontracté. Mais voilà, certaines personnes pensaient peut-être qu'il était un peu trop détendu. Alors que d'autres stars s'impliquaient en politique et prenaient la parole sur de grandes questions, Bing s'intéressait surtout à jouer au golf et à regarder des courses de chevaux. Rien de mal à cela, mais vous savez comment certaines personnes peuvent être un peu superficielles? C'est ce que les critiques disaient de lui. Dans les coulisses, cependant, il était en réalité très intelligent avec les affaires. Il investissait dans la nouvelle technologie d'enregistrement et faisait des coups financiers très judicieux. Mais il ne montrait jamais vraiment ce côté au public. Il gardait son image simple et gentille. Assez drôle. Il était un peu comme cette personne à l'école qui a beaucoup de talent mais qui ne lève jamais la main en classe. Il aurait probablement pu faire des choses plus sérieuses, mais il semblait heureux de simplement divertir les gens et de garder les choses légères. Après sa mort, son fils a écrit ce livre qui a fait réaliser aux gens que Bing n'était pas aussi simple que tout le monde le pensait. Il avait une vie privée compliquée, mais c'est une toute autre histoire. Le fait est que même si certaines personnes pensaient qu'il n'était pas le penseur le plus profond, on ne peut nier qu'il était incroyable dans ce qu'il faisait. Il a vendu plus de disques que vous ne pouvez l'imaginer et a en gros contribué à créer la façon dont les pop stars sonnent aujourd'hui. Pas mal pour un gars qui voulait juste chanter et jouer au golf, n'est-ce pas? Marilyn Monroe.
Vous vous souvenez de Marilyn Monroe comme l'ultime icône d'Hollywood qui reste l'une des actrices les plus reconnues et célébrées de tous les temps. Mais beaucoup de gens croient qu'elle était en réalité stupide. Elle n'a pas pu réaliser ce qu'elle aurait pu si elle avait utilisé même 10% de son cerveau. Les producteurs et réalisateurs voulaient la montrer comme la blonde stupide, et malheureusement, elle a accepté. L'image publique de Monroe a souvent éclipsé sa véritable intelligence et ses ambitions. Ses rôles, associés à son comportement soigneusement cultivé, ont conduit beaucoup à la considérer comme peu intelligente. Cette perception a été renforcée par sa dépendance envers d'autres pour gérer sa carrière et sa vie personnelle, avec des rapports fréquents indiquant qu'elle avait du mal à mémoriser ses répliques ou à répondre aux exigences des réalisateurs. Hors écran, la vulnérabilité et les luttes émotionnelles de Monroe renforçaient le stéréotype de quelqu'un manquant de stabilité ou d'esprit pour naviguer dans les complexités de la célébrité. Ses relations tumultueuses et sa dépendance au système des studios renforçaient l'idée qu'elle était davantage un produit de la création d'Hollywood que de son propre dessein. Pourtant, sous la surface, Monroe était bien plus complexe que le personnage qu'elle incarnait. Elle cherchait à améliorer son art, étudiant même avec le coach d'acteur Lee Strasberg, et était connue pour être une lectrice assidue avec une impressionnante bibliothèque personnelle. Malgré ses efforts, l'étiquette de blonde écervelée lui est restée tout au long de sa carrière, prouvant à quel point le stéréotype hollywoodien pouvait être puissant et limitant. Alors que son héritage en tant qu'icône culturelle perdure, l'image publique de Monroe échouait souvent à refléter sa profondeur et ses aspirations. Charlton Heston. Vous savez qui était Charlton Heston? C'était un acteur vraiment célèbre. Genre, super célèbre. Si vous avez déjà vu ces grands films épiques des années 50 et 60, c'était lui. Pensez à Ben-Hur, ce film énorme où il fait des courses de chars. Ou à La planète des singes, où il crie après ses singes. Il avait cette voix forte et puissante et ressemblait à ce que vous imaginez qu'une star de cinéma devrait ressembler. Dans les 10 commandements, il a joué Moïse. Vous savez, séparer la mer Rouge et tout ça. Il était parfait pour ses rôles plus grands que nature, parce qu'il avait simplement cette présence. Lorsqu'il entrait dans une scène, on ne pouvait s'empêcher de le remarquer. Mais voilà le truc drôle, alors qu'il jouait tous ces personnages profonds et réfléchis dans les films, dans la vraie vie, il était un peu... disons qu'il n'était pas doué pour voir les différentes perspectives. C'est comme s'il voyait tout en noir et blanc, sans zone grise. Plus tard dans sa vie, il s'est vraiment impliqué dans la NRA. C'est la National Rifle Association. Il en est devenu président et s'est passionné pour les droits des armes à feu. Rien de mal à croire en quelque chose, n'est-ce pas? Mais la façon dont il en parlait était assez simple. Comme lors de cette grande réunion de la NRA en 2000, il a brandi un fusil et a dit cette phrase célèbre. « From my cold dead hands ». C'était dramatique, bien sûr. Mais cela montrait un peu comment il gérait des questions compliquées. Cela est devenu une habitude chez lui. Que ce soit en parlant de politique ou de questions sociales, il réduisait souvent les choses à des déclarations vraiment simples. Les gens qui le connaissaient disaient qu'il pouvait être assez têtu une fois qu'il avait pris une décision à propos de quelque chose. Il n'était pas vraiment intéressé à entendre d'autres perspectives ou à avoir des conversations plus profondes sur ces questions. C'est plutôt ironique, vous savez? Voici un gars qui a joué Moïse et tous ces autres personnages historiques complexes, mais dans la vraie vie, il n'était pas très porté sur les complexités de la vie. Il était plutôt du genre « c'est ce que je pense et c'est tout ». Certaines personnes l'aimaient pour sa franchise, d'autres pensaient qu'il était trop rigide et simplifiait trop les choses. Mais c'était qui il était? Acteur fantastique qui a joué ses rôles profonds, mais dans la vie réelle, pas tellement dans le « voyons tous les aspects de cette chose ». Cela vous fait réfléchir à la manière dont quelqu'un peut être vraiment doué pour interpréter des personnages profonds et réfléchis à l'écran, mais être assez différent dans la vie réelle, n'est-ce pas? Ginger Rogers. Elle était celle qui dansait avec Fred Astaire dans tous ses vieux films. Elle était incroyablement talentueuse. Vraiment incroyable. On dit qu'elle a fait tout ce que Fred Astaire a fait, mais à l'envers et en talons hauts. Plutôt impressionnant, non? Elle a en fait remporté un Oscar pour ce film appelé Kitty Foyle. Mais voilà le truc, la plupart des gens la voyaient juste comme cette belle blonde qui savait danser. C'est un peu injuste quand on y pense. Hollywood la mettait constamment dans ses rôles où elle jouait des personnages un peu bêtes, pas très malins, qui se contentaient de sourire et d'être jolis. Il y a cette histoire vraiment drôle, enfin, plutôt triste, quand elle tournait The Major and the Minor en 1942. Il faisait cette scène où elle devait prétendre être une fille de 12 ans. Le réalisateur, Billy Wilder, n'arrêtait pas d'essayer d'expliquer comment agir de manière plus enfantine. Mais Ginger ne comprenait tout simplement pas. Elle continuait à faire cette voix de bébé exagérée, ce qui n'allait pas du tout avec la scène.
Finalement, après environ 20 prises, Wilder se serait tourné vers quelqu'un et aurait chuchoté « Peut-être qu'elle ne joue pas vraiment. » Aïe. Dans la vie réelle, elle disait parfois des choses qui faisaient hausser les sourcils. Comme lors d'une interview dans les années 60, elle a insisté sur le fait que la danse moderne détruisait la jeunesse américaine et que le rock and roll n'était que du bruit. Assez ironique venant de quelqu'un qui était elle-même considérée comme une danseuse rebelle, non? Mais voici ce qui est intéressant. Derrière tout cela, elle était en fait assez intelligente sur le plan commercial. Elle s'est battue pour de meilleurs contrats et n'avait pas peur de tenir tête au patron de studio. Elle connaissait sa valeur et exigeait un salaire égal avant que ce ne soit courant. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens la voyaient toujours comme cette jolie fille qui danse. Dans ses films avec Fred Astaire, elle jouait habituellement ses personnages un peu perdus, comme dans Top Hat, un excellent film. Mais bon, son personnage n'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il y a toute une intrigue où elle croit que le personnage de Fred est quelqu'un d'autre, et elle met un temps fou à s'en rendre compte, même si c'est évident pour tout le monde qui regarde. Le truc drôle, c'est que pendant qu'elle jouait tous ces personnages pas très futés à l'écran, elle était en fait plutôt douée pour gérer sa carrière. Mais ce n'est pas ce dont les gens se souviennent. Ils la considèrent juste comme la jolie partenaire de danse de Fred Astaire qui suivait son lead. C'est un peu triste quand on y pense. Voici une femme qui était suffisamment talentueuse pour gagner un Oscar, suffisamment intelligente pour négocier ses propres contrats, mais la plupart des gens ne la voyaient que comme cette blonde glamour qui savait très bien danser. Cela montre comment Hollywood peut vraiment enfermer les gens dans des cases, n'est-ce pas? Jayne Mansfield. Jayne Mansfield était une immense star dans les années 1950. Et quand je dis immense, je veux dire qu'elle était comme la Kim Kardashian de son temps. Tout le monde la connaissait, mais pas vraiment pour son intelligence, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle n'était pas du tout bête. Elle parlait 5 langues et avait un QI très élevé, mais personne ne s'en souciait parce que, eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi les gens pensaient qu'elle était stupide. Elle a complètement joué de ce cliché de la blonde stupide exprès. C'était tout son numéro. Elle faisait ses coups de publicité qui étaient tout simplement sauvages. Comme il y a cette histoire célèbre où sa robe est accidentellement tombée dans une piscine alors que des photographes étaient présents. Ensuite, il y a cet incident très célèbre, l'affaire du Pink Palace. Elle a peint tout son manoir en rose, mis des piscines en forme de cœur et de la moquette rose partout. Elle avait même une voiture rose et une fontaine qui aspergeait de champagne rose. Les gens disaient « Qui fait ça ?» Mais encore une fois, elle savait que ça attirerait l'attention. Elle disait des choses lors d'interviews qui faisaient lever les yeux au ciel. Comme elle a dit une fois, « J'aime être une pin-up. » Il n'y a rien de mal à cela. Bien que ce fût en réalité une déclaration assez avant-gardiste pour l'époque, les gens l'ont juste pris pour un autre commentaire stupide d'une blonde voluptueuse. Elle organisait délibérément des dysfonctionnements vestimentaires accidentels lors de fêtes où elle savait que des photographes seraient présents. Une fois, à un festival de cinéma, elle portait cette robe très décolletée et s'est penchée juste devant Sophia Loren. La photo est devenue très célèbre. Sophia lui jette un regard de côté qui dit tout. Et elle continuait à rivaliser avec Marilyn Monroe, essayant de copier tout ce que Marilyn faisait, mais en exagérant complètement. Quand Marilyn portait des robes moulantes, Jayne en portait des encore plus moulantes. Quand Marilyn faisait une séance photo sexy, Jayne en faisait une encore plus sexy. Cela a commencé à sembler désespéré, et les gens ont commencé à la voir comme une imitatrice pas très futée. Elle avait même cette voix aiguë et criarde qu'elle adoptait. Ce n'était pas sa vraie voix. Elle riait et agissait de manière écervelée en public parce que c'est ce qui vendait des magazines et lui apportait de la presse. Frank Sinatra. Frank Sinatra, le légendaire crooner, pouvait captiver le monde avec sa voix, mais sa vie était pleine de moments impulsifs et déconcertants. Imaginez être une mégastar et traîner avec des gangsters. Sinatra a fait exactement cela. Il faisait les gros titres pour son talent, mais aussi pour son tempérament et ses décisions imprudentes. Une histoire célèbre est celle où Sinatra, en colère, parce qu'un casino de Las Vegas ne voulait pas prolonger son crédit, a conduit sa voiturette de golf à travers une grande vitre. Une autre fois, il a envoyé un poisson mort, enveloppé dans un journal à un journaliste qui l'avait contrarié. Pas exactement la marque d'un comportement rationnel. La vie amoureuse de Sinatra était tout aussi dramatique. Il poursuivait Ava Gardner alors qu'il était encore marié, l'inondant d'appels et menaçant même de mettre fin à ses jours si elle ne l'épousait pas. Une fois, dans un accès de frustration avec un propriétaire de club, il a donné un spectacle entier de dos au public, un geste hilarant mais discutable pour sa carrière. Ses éclats de colère ne se limitaient pas au showbiz. Dans un bar, Sinatra a versé une bouteille entière de Jack Daniels sur la tête d'une femme simplement parce qu'elle ne l'avait pas reconnu.
Il était célèbre pour frapper les journalistes, jeter des téléphones sur les gérants d'hôtels et transformer de petites contrariétés en batailles rangées. Bien que Sinatra ait pris quelques décisions judicieuses, comme créer son propre label, ses qualités étaient éclipsées par son manque de sang-froid légendaire. Il lisait quelque chose de négatif à son sujet dans la presse, et au lieu de l'ignorer, il réagissait publiquement, montrant son incapacité à choisir ses batailles. Malgré son talent inégalé, l'impulsivité et le tempérament de Sinatra faisaient souvent de lui son propre pire ennemi. Malgré toute sa célébrité et sa fortune, il ne semblait pas pouvoir dépasser sa mentalité de gamin des rues de Hoboken, laissant un héritage autant axé sur le drame que sur la musique. Joan Crawford. Joan Crawford, l'incarnation du glamour de l'ancien Hollywood, attirait l'attention avec ses performances puissantes dans des films comme Mildred Pierce, lui valant un Oscar. Sa détermination féroce et son éthique de travail implacable ont fait d'elle une pionnière, et elle a déclaré célèbrement « Je ne suis pas une has-been, je suis une will be », encapsulant sa volonté de rester pertinente dans une industrie compétitive. Cependant, la personnalité de Crawford en dehors de l'écran la présentait souvent sous un jour moins flatteur. Connue pour son perfectionnisme et son attention obsessive aux détails, elle exigeait rien de moins que l'excellence, parfois à l'extrême. Ses querelles publiques avec d'autres stars, en particulier sa rivalité célèbre avec Bette Davis, sont devenues des légendes hollywoodiennes, la dépeignant comme dramatique et égocentrique. Les décisions personnelles de Crawford, comme ses relations volatiles et les dynamiques familiales tendues, ont poussé certains à s'interroger sur ses priorités. La publication posthume de Mommy Dearest par sa fille Christina a encore terni son héritage. Le mémoire alléguait un comportement abusif et erratique, dépeignant Crawford comme dominatrice et émotionnellement instable. Ces révélations, bien que contestées, ont contribué à une perception selon laquelle elle manquait d'introspection ou de profondeur intellectuelle pour équilibrer sa carrière et sa vie personnelle. Malgré son ambition inégalée et ses contributions durables au cinéma, la personnalité hors norme de Joan Crawford et sa vie personnelle tumultueuse ont souvent exposé son intellect et sa prise de décision aux critiques. Bob Hope. Pensez à cet oncle lors des réunions de famille qui raconte toujours les mêmes blagues encore et encore. C'était Bob Hope. Il était super célèbre, bien sûr, mais peut-être pas le plus futé. Il y a cette histoire célèbre de ses tournées à Azo. Une fois, pendant la guerre du Vietnam, on lui avait spécifiquement dit de ne pas révéler leur emplacement pour des raisons de sécurité. Que fait-il? Il monte sur scène et dit « Bonjour à tout le monde à Da Nang ». Il vient juste d'annoncer leur emplacement à tout le monde. Les militaires étaient furieux, parlaient de ne pas capter l'ambiance. Il avait l'habitude d'utiliser les mêmes blagues partout, en changeant juste quelques mots. Par exemple, il allait dans différentes villes et ajoutait simplement le nom local. « C'est génial d'être ici. Je viens d'arriver en avion et mes bras sont fatigués. » Il a utilisé cette blague pendant littéralement des décennies. Lorsque la télévision est arrivée et que les gens ont pu le voir utiliser le même matériel partout, cela est devenu un peu embarrassant. Pendant les années 1970, quand la comédie devenait plus sophistiquée avec des gars comme George Carlin et Richard Pryor, Hope continuait avec ses blagues vraiment dépassées et un peu offensantes. Comme il faisait ses blagues très simples du genre « Ma femme est grosse », alors que tout le monde était passé à autre chose. Il ne pouvait pas, ou ne voulait pas, comprendre pourquoi elle ne faisait plus rire. Il avait aussi cette étrange manie avec ses scripts. Il les lisait littéralement mot pour mot, même les didascalies parfois. Il y a cet incident lors d'un spécial télé où il a vraiment lu à haute voix « Pause pour rire », parce que c'était écrit sur ses cartons. Aïe. Il se moquait des parties de golf des présidents ou des vêtements de leurs épouses. Lorsque d'autres comédiens parlaient du Vietnam ou des droits civiques, il faisait encore des blagues sur le sourire de Jimmy Carter. Il continuait à se produire bien au-delà de son apogée, lisant des blagues sur des cartons de suggestions, même quand il pouvait à peine les voir. Lors de son dernier spécial télé en 1996, il lisait juste des blagues aléatoires qui n'avaient même pas de sens ensemble. Les gens étaient mal à l'aise, mais il continuait.